Messieurs, bonjour. J'espère que vous avez pu participer à une journée extrêmement intéressante à Davos. Et s'il s'agit de la dernière séance de la journée aujourd'hui, eh bien j'espère que vous allez également l'apprécier. Je m'appelle Michael Elliott, je suis le rédacteur de Time Magazine International. Je passe beaucoup de mon temps en Asie du Sud-Est puisque nous avons un bureau à Hong Kong également. Donc j'ai pu voir de mes yeux la situation, le développement économique et social de cette région. Cela fait 10 ans maintenant depuis la crise asiatique, mais lorsque l'on voyage dans ces pays-là aujourd'hui, on est toujours surpris, étonné par la résilience et la vitesse à laquelle ces économies ont pu se redresser. Et donc créer de meilleures conditions de vie pour les populations. Nous allons parler maintenant du 40e anniversaire de l'ASEAN et de l'avenir de cette organisation. Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir parmi nous 3 des grands leaders de l'Asie. Et là, je dois dire que je dois chausser mes lunettes puisque tout d'abord, le président de l'ASEAN, évidemment, c'est-à-dire la présidente Madame Gloria Macapagal-Arroyo des Philippines. À sa droite se trouve M. Nguyen Thanh Thuong, Premier ministre du Vietnam. Et à ma gauche, le Premier ministre, M. Abdullah Ahmad Badawi, de la Malaisie. Ils prendront tous la parole dans la première phase. La seule difficulté lorsque nous organisons une séance sur l'ASEAN, vous savez très bien que c'est une organisation qui fonctionne par consensus. Et nous avons estimé que, tout en souhaitant entendre vos commentaires de tous les participants ici à la tribune, nous avions très peur de les voir se mettre d'accord en consensus. Par conséquent, nous avons décidé d'inviter également quelqu'un comme agent provocateur, en quelque sorte. Mon ami Youssef Nandi du Centre d'études stratégiques et internationales qui a son siège à Jakarta. Donc, une fois que les chefs de gouvernement auront présenté leur point de vue, je vais demander à Youssef de bien vouloir les contrer. Madame Arroyo, un sommet s'est déroulé il y a quelques semaines. Bonjour. J'espère. Messieurs, bonjour. J'espère que vous avez pu participer à une journée extrêmement intéressante à Davos. Et s'il s'agit de la dernière séance de la journée aujourd'hui, eh bien j'espère que vous allez également l'apprécier. Je m'appelle Michael Elliott, je suis le rédacteur de Time Magazine International. Je passe beaucoup de mon temps en Asie du Sud-Est puisque nous avons un bureau à Hong Kong également. Donc j'ai pu voir de mes yeux la situation, le développement économique et social de cette région. Cela fait 10 ans maintenant depuis la crise asiatique, mais lorsque l'on voyage dans ces pays-là aujourd'hui, on est toujours surpris, étonné par la résilience et la vitesse à laquelle ces économies ont pu se redresser. Et donc créer de meilleures conditions de vie pour les populations. Nous allons parler maintenant du 40e anniversaire de l'ASEAN et de l'avenir de cette organisation. Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir parmi nous 3 des grands leaders de l'Asie. Et là, je dois dire que je dois chausser mes lunettes puisque tout d'abord, le président de l'ASEAN, évidemment, c'est-à-dire la présidente Madame Gloria Macapagal-Arroyo des Philippines. À sa droite se trouve M. Nguyen Thanh Thuong, Premier ministre du Vietnam.
Et à ma gauche, le Premier ministre, M. Abdullah Ahmad Badawi, de la Malaisie. Ils prendront tous la parole dans la première phase. La seule difficulté lorsque nous organisons une séance sur l'ASEAN, vous savez très bien que c'est une organisation qui fonctionne par consensus. Et nous avons estimé que, tout en souhaitant entendre vos commentaires de tous les participants ici à la tribune, nous avions très peur de les voir se mettre d'accord en consensus. Par conséquent, nous avons décidé d'inviter également quelqu'un comme agent provocateur, en quelque sorte. Mon ami Yusuf Fernandi du Centre d'études stratégiques et internationales qui a son siège à Jakarta. Donc, une fois que les chefs de gouvernement auront présenté leur point de vue, je vais demander à Youssouf de bien vouloir les contrer. Madame Arroyo, un sommet s'est déroulé il y a quelques semaines et compte tenu des discussions qui se sont déroulées aux Philippines, quels sont les nouveaux défis? Eh bien, merci Michael de cette question. Tout d'abord, permettez-moi de parler d'un défi plus général, c'est-à-dire l'incertitude qui existe de par le monde. Et je suis heureuse de constater qu'à une telle époque, l'ASEAN prend un pas en avant, et non pas un petit pas timide, mais un grand pas, en s'engageant pour une charte asiatique, une charte qui va enfin nous donner une personnalité juridique et poser le cadre institutionnel qui nous permettra de parvenir à une vision, une identité et une communauté. Une autre manifestation de cette incertitude, c'est que le cycle de Doha s'estompe un petit peu ou faiblisse un petit peu, et bien à ce moment-là, l'Asie se relève pour revendiquer le principe du commerce mondial. Et ensuite, il y a encore la situation de la Corée du Nord. Et là, nous sommes tous unis derrière la résolution des Nations Unies à l'égard de la Corée du Nord. Et face à toutes ces incertitudes, l'ASEAN reste engagé pour constituer un très grand espace économique. Mais nous avons là également à relever certains défis, à savoir comment structurer une plus grande cohésion tout en restant dans un dialogue avec nos partenaires. Et dans un tel contexte, je veux dire qu'il y a encore deux autres problèmes. Le premier concerne la compétitivité de notre époque et deuxièmement, c'est la croissance de certains de nos voisins, très grands voisins tels que la Chine et l'Inde. Comment est-ce que nous pouvons également en profiter? Alors comment tout d'abord nous rendre plus proches, plus coopératifs? Eh bien, nous avons pris cette décision en fixant un horizon à 2015 et non pas 2020. Et d'ici 2015, nous voulons créer un marché unique et une seule base de production. Nous voulons renforcer également l'institution. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'élaborer une charte. Et pour ce qui est de la croissance de nos très grands voisins, la Chine et le Japon, la Chine et l'Inde, et dont nous souhaitons profiter, eh bien, c'est également une façon qui nous permet de travailler ou d'intégrer nos partenaires dans ce dialogue. Ils sont au nombre de 6. Pour le sommet de l'Asie du Sud-Est, nous négocions également des accords de libre-échange avec ces partenaires. Un très grand pas que nous avons pris lors du dernier sommet de l'ASEAN, c'était l'accord entre l'ASEAN et la Chine sur le commerce. Ensuite, il y a une autre étape qui a été franchie. Elle concerne l'entreprise conjointe sur la recherche sismique et sur les réserves de pétrole en mer de Chine. Et ceci avec le Vietnam, la Chine et les Philippines. Et j'aimerais accueillir ici le Premier ministre de Vietnam, donc pour le Vietnam. C'est la première fois qu'il participe à Davos. Et maintenant, il existe un autre défi que nous devons également relever.
En fait, il y en a deux qui sont très proches. D'une part, la sécurité de l'énergie et ensuite le réchauffement planétaire. Comme vous le savez, il neige déjà moins à Davos cette année que les autres années. On dit que c'est en raison du réchauffement planétaire. Le sommet de l'ASEAN s'est également penché sur cette situation. Il y a une déclaration sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique pour nos régions, basée sur la promotion de l'énergie alternative, renouvelable. Et c'est le premier fruit concret de ce sommet depuis sa création par mon ami le Premier ministre Badawi de Malaisie. Et en fin de compte, il reste bien entendu l'énorme défi que le terrorisme. Et la séance s'est penchée également sur cette situation par le biais d'une convention dans la région. Et c'est la première convention obligatoire que nous avons signée pour la région sur le terrorisme. Mais j'aimerais saisir cette occasion car pour dire qu'il est important de s'allier pour combattre le terrorisme. Vous avez peut-être vu dans la presse, ou lu dans la presse plutôt, que il y a également des éléments de terroristes des J dans les Philippines qui ont pu être anéantis. Il est vrai que le monde ainsi se rapproche puisque notre pouvoir d'intervention est plus important. Et là, j'aimerais remercier nos frères de l'ASEAN, surtout le Premier ministre M. Badawi de Malaisie, qui a joué un rôle très très important dans la façon dont nous pouvons aujourd'hui collaborer, car la Malaisie a toujours encouragé ces processus et la Malaisie encourage également le cessez-le-feu. Donc la Malaisie joue un rôle très important et rapproche un grand nombre de nations et d'organisations qui toutes s'engagent pour la paix. Et là, il y a la Suède, l'Union européenne, les États-Unis, le Japon et un grand nombre d'autres pays. Et ces pays ont pu maintenir la paix. Comme je disais, c'est la Malaisie qui est à la tête de cette initiative et c'est la Malaisie également qui a proposé ce sujet. Mais en plus, ils sont en mesure d'identifier les véritables menaces contre la sécurité et nous ont également permis de défendre la vie des chrétiens et des musulmans à Mindanao. C'est là une condition pour la paix. Dans les Philippines, à Mindanao notamment, qui fait appel à la fois à la force armée et à la force de persuasion, c'est-à-dire que des mesures encourageant la confiance mutuelle sont prises, telles que les échanges culturels, les échanges de savoir, ainsi que des accords sécuritaires mutuels. Et c'est donc un exemple tout à fait positif et nous aimerions le partager. Et je suis très heureux que mon ami, Monsieur le Premier ministre Badawi de Malaisie participe également à cette tribune puisqu'il est un des capitaines dans cette initiative pour combattre le terrorisme. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, Monsieur Badawi, je me tourne vers vous maintenant puisque Madame Arroya a parlé de la montée de la Chine et de l'Inde, donc les deux grandes puissances en Asie, et qui a attiré beaucoup d'attention. Dans ce contexte, comment est-ce que les nations de l'ASEAN restent compétitives? Comment est-ce que l'ASEAN peut continuer à jouer son rôle dans cette région? Eh bien, pour ce qui est de la Chine, nous ne voyons pas du tout la Chine comme une menace. Nous voyons la Chine comme un défi, comme un ami également. Un ami qui est notre voisin. Nous avons invité la Chine à participer au processus de l'ASEAN. Nous avons commencé à Kuala Lumpur la politique de l'engagement et non pas de la défense, donc la limitation.
Et donc le rôle de la Chine est très important dans ce contexte également. Et par conséquent, avec les relations que nous avons pu créer, nous avons pu, quand je dis nous, c'est l'ASEAN qui a pu améliorer la situation et les relations avec la Chine. La prospérité de la Chine a également permis d'encourager, de développer davantage les relations économiques et j'en suis fort aise. Et mais comme je le disais, elle constitue également un défi. Et dans notre région, nous devons veiller à ce que l'effort d'intégration économique réussisse. L'ASEAN doit se voir comme un marché unique, une seule entité économique. Lorsque nous nous considérons de cette façon, nous représentons quand même quelques 30 millions de personnes. Et bien, si nous nous voyons de cette façon-là, nous restons très compétitifs. Et en même temps, l'ASEAN peut... Je me reprends. L'ASEAN doit rester compétitive, évidemment. Et nous devons nous associer avec la Chine, puisqu'il y a des ressources dont nous avons besoin de part et d'autre. Et les besoins du Vietnam ou de la Thaïlande, qui sont encore des producteurs à faible coût. Et en même temps, les ressources sont multiples au Vietnam. Donc nous devons, et nous avons des ressources communes, ressources pétrolières communes dans la mer de Chine. Mais nous devons nous assurer d'établir de bonnes relations avec la Chine afin que l'ASEAN et la Chine puissent en bénéficier. Ensuite, l'Inde, c'est également une grande puissance émergente en termes économiques. Et l'Inde participe au sommet de l'ASEAN, donc nous l'avons invité à participer. Et alors vous avez demandé quels sont les développements au sein de l'ASEAN qui vont impliquer ces deux pays. Eh bien, ce sont tout d'abord, nous les avons invités comme amis et non pas comme concurrents. C'est important. Monsieur Nguyen Thanh Trung, Premier ministre du Vietnam, ce n'est que depuis une dizaine d'années, voire depuis 3 ou 4 ans en fait, que le Vietnam a littéralement explosé et qu'il a trouvé sa place dans la conscience de tous ceux qui suivent l'évolution économique. Depuis 3-4 ans, vous avez attiré beaucoup d'investissements étrangers, le tourisme se développe très rapidement. Il y a des délocalisations d'entreprises venues d'ailleurs qui viennent s'implanter au Vietnam donc. Et je puis vous dire que j'ai acheté pour ma part tous mes cadeaux de Noël à Hanoï. La qualité des biens manufacturés est excellente et la valeur est très bonne. Alors, ma question. Que représente l'ASEAN pour une telle économie émergente comme celle du Vietnam? Tout d'abord, permettez-moi de remercier le Forum économique mondial de me donner l'occasion de prendre la parole aujourd'hui. Nous savons tous que l'ASEAN représente une communauté avec un énorme potentiel et qui a connu un développement très dynamique. Le Vietnam est devenu membre de l'ASEAN il y a 12 ans. Et le Vietnam s'est efforcé de son mieux pour être un membre responsable et constructif au sein de l'ASEAN. Nous avons contribué fortement au développement de l'ASEAN au cours de ces dernières années. En même temps, être membre de l'ASEAN nous a permis également d'obtenir certains bénéfices. Et je citerai à ce titre que le Vietnam évolue aujourd'hui dans un contexte de paix et d'amitié et bénéficie de bonnes relations avec ses voisins.
Deuxièmement, être membre de l'ASEAN, cela représente pour le Vietnam également un énorme marché avec un potentiel de développement très dynamique. C'est un marché de plus de 500 millions de personnes et avec un PNB dépassant 100 milliards de dollars américains par an. Et ensuite, troisièmement, être membre de l'ASEAN a permis au Vietnam de disposer de davantage de ressources pour les investissements au Vietnam même. Comme vous le savez, il y a à peu près 8000 projets basés sur des investissements étrangers au Vietnam, représentant un montant total d'environ 30 milliards de dollars américains. Et les pays de l'ASEAN sont les premiers investisseurs au Vietnam. Et représentent donc la très grande part des investissements étrangers au Vietnam. Et par ailleurs, être membre de l'ASEAN, le Vietnam a pu nouer de très bonnes relations avec les autres pays membres et bien coopérer, et surtout dans le domaine du tourisme. Et par le biais de cette coopération, le Vietnam a été en mesure de développer sa collaboration avec les autres pays de la région et donc de nouer des relations économiques avec ces mêmes pays. Et cinquièmement, depuis que le Vietnam est membre de l'ASEAN, le Vietnam a donc également bénéficié de cette bonne coopération avec les autres pays membres. Et nous nous trouvons aujourd'hui dans une meilleure position pour nouer d'autres relations avec les autres pays en faveur de la paix et du développement. Je vous remercie. Permettez-moi de poser une question aux trois participants à la tribune. L'un des principes de l'ASEAN dans la conduite de ses affaires, c'est bien entendu une bonne connaissance des affaires intérieures des pays membres. Il y a toujours eu un certain consensus à ce propos. Mais, Madame la Présidente, j'ai cru savoir, suite au rapport publié après la réunion de Cebu, que certains des membres était un peu frustré de voir que malgré tous les efforts entrepris, il n'y avait pas vraiment d'élan vers une plus grande stabilité, une plus grande réforme en Birmanie. Et j'aimerais savoir comment vous voyez le principe de la non-interférence, non-ingérence, si vous voulez, et comment est-ce que ce principe peut être adapté afin de vous permettre à l'ASEAN d'évoluer dans ce sens. Eh bien, je pense que nous nous rapprochons maintenant, nous avons une meilleure unité et donc nous pouvons également adopter une position plus ferme à l'égard de la Birmanie. Et nous voulons vraiment que ce pays évolue également vers la démocratie. Et qu'il y ait du progrès dans l'affaire d'Aung San Suu Kyi. Et il s'agit bien entendu également d'un rôle de l'ASEAN que nous voyons plus responsable, une responsabilité à l'égard du monde entier et pas seulement face à ses propres membres. Et ceci, du reste, se retrouvera concrétisé dans la charte de l'ASEAN, qui, elle, sera beaucoup plus stricte. Elle défendra certaines valeurs universelles, telles que les droits humains et la démocratie. Et il y aura un suivi de l'adhésion, du respect des obligations qui découlent de cette charte. Il y aura également des mécanismes de règlement des différends, il y a des sanctions qui sont prévues. Donc le monde évolue et l'ASEAN évolue également. Et nous espérons que nous évoluons tous dans l'intérêt de la région.
et dans la défense des principes que nous défendons. Monsieur le Premier ministre, eh bien, notre relation avec Myanmar est plus active maintenant. Au début, c'est vrai que nous avancions de façon très prudente, mais actuellement, nous sommes plus ouverts et le Vietnam nous écoute aussi. Et nous constatons cependant que la démocratie n'évolue pas aussi rapidement que nous l'aurions souhaité. Cependant, nous n'avons pas l'intention d'avoir recours à des sanctions qui risquent d'engendrer d'autres problèmes à Myanmar. En fait, ce qui se passe au Myanmar n'a pas de répercussions directes sur l'ASEAN. Certes, c'est une affaire intérieure. Qui découle d'une absence de mesures démocratiques et du régime militaire et de la crainte qu'inspire ce régime à la population. Mais nous allons arriver à un arrangement. Nous avons déjà un arrangement économique avec Myanmar. C'est un pays qui n'est pas isolé, qui n'est pas totalement isolé. Mais nous maintenons une relation de confiance. Et nous continuons à discuter, nous en parlons chaque fois, ce qui n'était pas le cas par le passé. Youssouf, je crois que je vais vous donner la parole maintenant. Vous avez écouté toutes ces déclarations des relations très positives de la situation au sein de l'ASEAN. Comment est-ce que vous voyez cela? Bien, laissez-moi dire tout d'abord que je connais l'ASEAN et je suis son évolution depuis 40 ans. Donc, comme je suis ici un petit peu l'avocat du diable, je reprends certaines des critiques qui ont déjà été mentionnées au fil de toutes ces années. Tout d'abord, Madame Arroyo l'a déjà dit aujourd'hui et l'avait déjà dit au préalable que l'ASEAN, lors de son sommet à Cebu, a décidé de créer une communauté économique et d'accélérer en fait cette communauté, c'est-à-dire que la réalisation de la communauté à partir de 2015, ce qui est un progrès par rapport à la date antérieure qui était de 2020. Et les secteurs privés s'est exprimé disant qu'il se réjouissait de voir que l'ASEAN constituait une troisième région, un troisième pôle à côté de la Chine et de l'Inde. Mais en même temps, le secteur privé a beaucoup d'hésitation quant à la réalisation de ces mesures. C'est donc là, franchement, un domaine où nous accusons encore une certaine faiblesse. Et si nous n'arrivons pas à respecter le délai que nous nous sommes imposés, à ce moment-là, notre crédibilité sera compromise. Je dois dire également que maintenant que les leaders participent plus directement à ce développement, comme vient de le dire Madame la Présidente, et que cette charte sera enfin concrétisée, je pense que l'engagement des leaders se fera plus sentir et cet engagement deviendra plus actif. Donc, j'espère que les leaders vont également surveiller la réalisation de ces mesures qui sont très importantes pour aller de l'avant. Car pour le moment, le seul instrument dont nous disposons pour continuer à commercer avec la Chine et l'Inde, c'est d'améliorer nos relations sur le plan économique, politique, socioculturel et sur le plan de la sécurité. Et ça, c'est un programme très important. Ensuite, deuxièmement, pour ce qui est de la charte, Madame la Présidente et Messieurs les Premiers ministres, je suis préoccupé, je constate que c'est un document officiel très important et très courageux. Et nous avons participé à ce processus pour l'encourager. Mais nous constatons maintenant qu'il y a une espèce de milieu, de niveau intermédiaire où cette charte se retrouve à un niveau bureaucratique. Et nous craignons, nous redoutons que toutes les bonnes décisions qui ont été prises vont être un petit peu atténuées par le langage des bureaucrates. Et donc, de toute façon, cette phase va être très lente. J'espère que
les leaders pourront une fois de plus intervenir et demander à leur ministre de surveiller cette procédure et de veiller à ce que les décisions qui ont été prises et les mécanismes efficaces qui ont été mis en place soient maintenus. Et une troisième observation encore concerne un autre problème. C'est une organisation hiérarchique. L'ASEAN a au moins atteint la paix dans la région de l'Asie du Sud-Est, ce qui nous permet d'évoluer et de nous moderniser. Mais maintenant, il y a une participation de la société civile qui souhaite également s'exprimer dans le développement de l'ASEAN et qui aime avoir davantage d'informations sur les activités de l'ASEAN. Quand vous demandez dans les sondages à la population l'avis sur l'ASEAN, vous avez très peu de réactions. Les gens dans la rue vous disent mais on n'a pas d'informations. Donc là, il faut absolument mieux communiquer. Au niveau des parlements, avec les sociétés civiles et surtout auprès des jeunes, je crois. Et mon dernier point concerne l'écart entre les nouveaux membres et les anciens membres. Là, nous devons absolument faire un effort pour surmonter cet écart. Car autrement, cet écart risque de se creuser et l'ASEAN ne pourra pas présenter un front uni. Et nous n'aurons pas le même impact par conséquent. Et je proposerai, avec tout le respect pour les leaders, je dirais, mais pourquoi est-ce que l'on ne pourrait pas constituer un fonds qui permette de surmonter cet écart? Mais soyons généreux. Il nous faut un fonds considérable, substantiel. Et je cite un chiffre, peut-être un demi-milliard de dollars pour commencer. On sait très bien que les financements de l'extérieur pourraient également participer à la constitution de fonds, qui serait le premier fonds serait constitué par des contributions des pays de l'ASEAN. Mais cela montre concrètement que nous voulons surmonter cet écart. Merci beaucoup. Bày tỏ mà cái sự chia sẻ của ý kiến của bà Tổng thống Arroyo, ngài Thủ tướng Badawi. Je partage totalement l'avis de la présidente ou du Premier ministre Madame Arroyo. Mà tôi xin nói một điều với các bạn rằng là cộng đồng ASEAN thành công và phát triển năng động trong 40 năm qua. Ainsi que l'avis chính là de nhờ notre collègue thực hiện cái đồng thuận truyền thống, đó là không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, tôn trọng lẫn nhau. C'est grâce au consensus sur la non-intervention et le respect mutuel et grâce à l'idée de l'autodétermination de chacun des États que nous avons réussi à assurer le succès de l'ASEAN. Et l'ASEAN est unie et de plus en plus dynamique. Et c'est très important de tenir compte des facteurs qui ont fait de l'ASEAN un succès depuis 40 ans. Et il faut que cette manière d'agir soit maintenue. Dans ce contexte, il faudrait que nous puissions discuter du nouveau mécanisme de prise de décision qui ne devrait pas aller à l'encontre des principes fondamentaux que nous avons adoptés. You're going to have some challenges in reconciling some of the language. Je voudrais revenir sur les tâches, sur les défis, et sur le fait qu'il faut concilier la charte avec la non-intervention et l'autodétermination vis-à-vis d'autres sociétés. J'allais dire que nous sommes. J'allais dire que nous sommes ici dans l'Union européenne, mais bon, je ne vais pas dire ça, nous sommes en Suisse. Enfin, disons, l'Union européenne, pour citer un exemple, elle aussi connu ce type de conflits et de problèmes. Oui, Madame la Présidente Arroyo. Je dirais que nous allons avoir
énormément de débats sur les propositions et les sanctions, notamment. Voilà pourquoi je suis d'accord avec la suggestion de M. Wanandi. Nous ne pouvons pas laisser cela entre les mains de fonctionnaires de niveau moyen. Il faut au moins le ministre des Affaires étrangères qui soit impliqué lorsqu'il s'agira de créer la charte de l'ASEAN. Le ministre Romolo va, par exemple, le faire, M. Alwar aussi, le Premier ministre du Vietnam aussi, et je crois que ce sujet va être vraiment l'objet d'un débat tout à fait intense et extraordinaire. L'Union européenne, qui est déjà une union, a encore beaucoup de problèmes. Donc nous non plus, nous ne naviguons pas sur des eaux calmes pour le moment. C'est normal. Nous avons déjà eu quelques réactions au sein du sommet de l'ASEAN. Et la charte de l'ASEAN qui va être créée va revêtir une importance particulière. Le Premier ministre va être impliqué, les Premiers ministres vont être impliqués. La charte va acquérir une profondeur, une signification supplémentaire. Et nous allons aussi mieux apprendre à connaître l'ASEAN, parce que nous n'avons pas, et apprendre à nos peuples à mieux connaître l'ASEAN, parce que nous n'avons pas vraiment de personnalité juridique. Regardez, nous pouvons toujours comparer avec l'Union européenne, parce qu'il a fallu du temps pour que l'Union européenne soit traitée comme une entité à l'extérieur, plutôt que comme un ensemble de pays individuels. Donc voilà qui va encore nous occuper aussi. Et je dirais que nous faisons aussi un effort afin d'atteindre les gens, afin qu'ils en sachent davantage sur l'ASEAN, afin de construire petit à petit cette identité de l'ASEAN. Et c'est pourquoi au dernier sommet, nous avons eu le sommet parallèle, le sommet des ONG, le sommet de la jeunesse, et nous avons procédé à des échanges considérables au cours du sommet lui-même. Voilà donc ce que je voulais vous dire aussi à propos de votre préoccupation. ASEAN Fund, we also Quant au said fonds de that l'ASEAN, nous avons dit aussi que probablement nous allons renflouer un petit peu ce qui a été fait depuis 10 ans. Et nous allons pouvoir ainsi créer une certaine équité. To all the support that so many organizations and nations all over the world have been really providing ASEAN. And finally, on the community par rapport à tous ceux qui ont aidé l'ASEAN au cours des années. Definitely, I think the reason why we were so bold vraiment essayer d'agir et pour qu'en 2015, vraiment, nous arrivions au niveau escompté auparavant pour 2020. C'est quelque chose de très osé, mais je crois qu'il faut maintenant demander au ministre des Affaires étrangères de s'attaquer à la charte de l'ASEAN pour la rédiger, pour la il y a eu énormément de débats déjà sur le plan des chefs d'État et sur le plan des ministres des Affaires étrangères. L'accord sera sans doute plus facile à trouver, mais cela parce que les chefs d'État avaient donné une position très claire à leurs ministres. Et c'est ainsi que nous devrions agir également pour l'ASEAN cette fois-ci. Voilà, je vais encore écouter quelques questions. If you ask, God, hands going up everywhere. If you ask a question, please identify yourself. Si vous posez une question, je vous prie de vous Imam Faisal Abdul Raouf, founder of the Cordoba Initiative to heal the U.S. Islamic world divide. And my question is to President l'initiative de Cordoue pour rapprocher le monde islamique et les États-Unis. Tout d'abord, dans quelle mesure les militants de Mindanao et la manière dont vous avez réglé le problème peut-elle être utilisée pour la lutte contre le terrorisme. Donc, Monsieur le Premier ministre Badawi, est-ce que ce modèle peut être utilisé pour communiquer à l'administration Bush que c'est ce modèle et cette formule que l'on peut appliquer pour traiter le problème des militants dans d'autres parties du monde? D'autre part,
as chair of ASEAN, perhaps convince the Bush administration in Washington, D.C., where l'administration Bush, Washington, D.C., perhaps to implement such a template? Pouvez-vous les convaincre d'appliquer ce type de modèle? Je crois que nous allons demander au Premier ministre Badawi, mais aussi à Madame Arroyo. Madame, le président Arroyo d'abord. By how I think the Mindanao model can be applied to other countries. What are the essential elements of the Mindanao model? One is the combination of soft and hard power, and I think that can be really applied anywhere in the world. And then secondly, we have friends like Malaysia and the other organizations and Ensuite, nous avons la Malaisie et les organisations in any other peace process, et comme dans tout autre processus de paix, ou comme toute autre tentative pour établir la paix et la stabilité, une coalition à grande échelle qui travaille dans cette combinaison de mécanismes créateurs de confiance peut être appliquée. Maintenant, ce qui concerne l'Irak, je voudrais la paix et la stabilité en Irak. Tous les dirigeants ici présents voudraient cette paix et cette stabilité. Mais je ne pense pas que je sois suffisamment équipée pour avoir une idée précise sur la manière d'amener la paix et la stabilité en Irak, sauf en citant le modèle de Mindanao, un modèle qui a connu un succès, et je peux partager ceci à Davos et à l'ASEAN avec d'autres afin qu'ils puissent eux aussi réfléchir aux éléments qui peuvent être appliqués à d'autres recherches de la paix dans d'autres parties du monde. Bon, il y a certains principes. Le problème des Philippines du Sud ne peuvent pas être résolus et ne doivent pas être résolus par l'action militaire. Deuxièmement, nous sommes prêts à parler aux personnes concernées. Ce sont des rebelles, ce que vous voudrez les appeler, mais en tout cas, nous sommes prêts à leur parler. Nous sommes prêts à établir des communications des deux côtés. Nous sommes prêts à parler à ces gens. Nous sommes prêts à parler au gouvernement des Philippines pour essayer de comprendre quelles sont les préoccupations des deux côtés, ce qui est très important. Ensuite, il y a le principe qui a été adopté, à savoir que la solution ne doit pas être la sécession. Il ne faut pas que cette région fasse sécession et sorte des Philippines. C'est là, évidemment, une décision très importante qui a été reconnue comme telle par les deux parties. Et je pense que toute animosité, tout désir de prendre des mesures radicales de la part du gouvernement philippin sera ainsi atténué. D'autre part, il faut de la patience. Et je crois que nous avons déjà obtenu des améliorations. Donc, si cela doit être un modèle, je ne sais pas si on peut le copier-coller autre part. Mais le principe est important. Si les principes sont bien compris, le reste, ce sont des détails. Il faudra simplement se demander comment nous pouvons communiquer les uns avec les autres. Mais il faut être honnête lorsqu'on est intermédiaire, et nous sommes un intermédiaire honnête. Bien, il y a monsieur par là-bas, et ensuite quelqu'un au premier rang. Regarding the membership, Madhur Bajaj from India. Mazur Bajaj de l'Inde. Concernant les membres de l'ASEAN, est-ce que vous pensez augmenter le nombre de vos membres? Vous avez mentionné l'Inde et la Chine. Quelle est la probabilité que l'Inde et la Chine deviennent des membres à part entière de l'ASEAN? Si votre réponse est non, pourquoi? Si votre réponse est oui, dans quel délai? Parce qu'avec ces deux pays, vraiment, le pouvoir de l'ASEAN va être considérable. Non, je ne pense pas que ce sera possible pour le moment. Par contre, ce qui est important, c'est que l'Inde et la Chine soient impliquées dans
le processus de l'ASEAN. Ils font déjà partie du Forum régional sur la sécurité, par exemple. Nous avons des relations bilatérales ASEAN-Chine, ASEAN-Inde. Nous avons également en ce moment des négociations en cours pour une sorte de libre-échange ou pour un document qui s'appelle coopération économique à grande échelle entre les deux pays. The free trade area for the East, Bien sûr, nous avons également la zone de libre-échange pour l'Asie du Sud-Est. Donc il y a pas mal de choses qui se font au niveau des pays de l'ASEAN, de l'Inde, de la Chine, etc. Et nous ne devons bien sûr pas oublier que le Japon et la Corée sont également très impliqués. Donc c'est le type d'interaction qui a contribué à apporter des bienfaits à toutes les parties concernées. Je le dis maintenant. Has also contributed in many ways to the success of ASEAN. The question is not just to ask whether how much we need China or whether we need China or we need India, but you ask China and India whether they need ASEAN. Il faut demander plutôt à la Chine et à l'Inde s'ils ont besoin de nous. That's important. C'est cela qui est important. President Arroyo, do you want to add anything? Président Arroyo. Yes. As far as regional cohesiveness is concerned and community is concerned, we have several concentric circles. So we have ASEAN, the ASEAN 10. We are geographically in Southeast Asia, so that's what ASEAN is made up of. And we are working for an ASEAN charter that will ensure that we will be one community, one economic community, one security community, one socio-cultural community. And then we have the ASEAN plus 3. These are, as Prime Minister Badawi said, China, Japan, and Korea. And with them we're working on free trade arrangements, comprehensive economic partnerships, and we are called East Asia because geographically East Asia is made up of North Asia and Southeast Asia. But then we also have the ASEAN plus 6, where India is included. And this is now what we call the East Asian Summit. This is made up of the 6 countries that are very heavily and intimately engaged with ASEAN. So it's another part of the concentric circles. And we're envisioning free trade in the region. So we are expanding our free trade area from just ASEAN to our dialogue partners like India and China. But with ASEAN, it's not just an economic community, but also a security community and a social-cultural community. So there's certainly room for a larger, expanded trade area that would include China and India, and that's very welcome. Question down the front and then over on the right. Question au premier rang. I have 3 questions. Trois questions. Okay. I'm from China. Je suis Caijing Magazine. I have 3 questions to Vietnam Prime Minister, Mr. Nguyen. The first is how do you evaluate the economic reforms in Vietnam so far? The second is you have repeatedly stressed the administrative reform in recent months. What do you think is the core content of it, and what is the purpose? Quel est l'objectif de ces réformes? Troisième question, si nous avons bien compris, le gouvernement vietnamien a mis la lutte contre la corruption comme priorité numéro 1 dans sa tâche. Comment est-ce que vous contribuez à cette tâche et qu'allez-vous faire pour qu'elle se réalise? Merci. Monsieur le Premier ministre. Tôi cảm ơn câu hỏi của các bạn. Merci beaucoup d'avoir posé vos questions. Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế chuyển đổi từ kế hoạch tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường. Cái nền kinh tế, cái sự chuyển đổi của Việt Nam là rất thành công. Cette transition a Chúng tôi đã là nền kinh tế thị trường. Chúng tôi đã là thành viên của ASEAN, APA, ASEAN.
là có hiệp định thương mại song phương với hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chúng tôi có buôn bán thương mại với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam chiếm 60%, bằng 60% GDP của Việt Nam. Nếu cộng cả xuất khẩu và nhập khẩu thì bằng 130% là GDP của Việt Nam. Có thể nói rằng là nền kinh tế Việt Nam thật sự đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới theo cơ chế thị trường. Đó là cái cải cách rất cơ bản của nền kinh tế Việt Nam. Và từ đó đã đem lại một cái thành tựu lớn cho Việt Nam là Việt Nam liên tục tăng trưởng GDP bình quân mỗi năm là 7 đến 8% liên tục trong hơn 20 năm qua. Sự cải cách đó của kinh tế Việt Nam đã đóng góp thiết thực vào cái phát triển của khu vực ASEAN và cả khu vực châu Á cũng như cộng đồng quốc tế. Mới đây thì chúng tôi đã là thành viên chính thức thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới. Việt Nam sẽ là thành viên tích cực và có trách nhiệm với WTO. Và vấn đề thứ hai là chúng tôi rất là quan tâm là cái cải cách hành chính. Đây là một trọng tâm của chính phủ Việt Nam, bao gồm cải cách thể chế, luật pháp cho phù hợp với nền kinh tế thị trường, cải cách tổ chức bộ máy của nhà nước, của chính phủ Việt Nam phù hợp với nền kinh tế thị trường và hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Cải cách để có một đội ngũ công chức đủ năng lực, đủ phẩm chất để thực hiện được nhiệm vụ của nhân dân giao phó, để có một cái nhà nước trong sạch vững mạnh, hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cho Việt Nam tăng trưởng nhanh, bền vững. Và về chống tham nhũng thì đây là một cái chúng tôi cho rằng là cái tham nhũng thì ở đâu có quyền lực, có nhà nước là có tham nhũng. Vấn đề chống tham nhũng phải luôn luôn đi với phòng và phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục và kiên quyết của người lãnh đạo. Những giải pháp chính mà Việt Nam thực hiện có thể nêu vắn tắt thế này. Thứ nhất là chúng tôi hoàn thiện thể chế để không để bịt kín những sơ hở về mặt thể chế luật pháp để ngăn ngừa tham nhũng. Thứ hai là mở rộng công khai dân chủ để mọi người dân, để báo chí, để cộng đồng giám sát các cái chi tiêu ngân sách của nhà nước, các chi tiêu công. Thứ ba là nghiêm trị những người là tham nhũng. Thứ tư là chúng tôi đã cải cách một cái chế độ tiền lương để người công chức có đủ điều kiện để hoàn thành cái nhiệm vụ của mình và vượt qua được cái tham nhũng. Xin cảm ơn. Convenablement et qu'ils puissent s'acquitter de leur tâche en faveur du gouvernement dans le cadre du gouvernement. Encore une question à droite. China and Japan. Could you identify yourself? Sorry. Yes, my name is Chen Jin. Je m'appelle Chen Jin et je viens aussi de Chine. China, Japan, and India Chine, le are Japon all et trying to have close economic relationships with ASEAN countries. Des rapports économiques très étroits avec les pays de l'ASEAN. Ma question s'adresse aussi au Premier ministre du Vietnam. Qu'est-ce que vous voudriez? Quel résultat voudriez-vous obtenir? Vietnam with and other ASEAN countries. Notamment sur le plan de la concurrence? Qu'est-ce que vous attendez de ces accords de libre-échange? Qu'est-ce que vous attendez qu'on vous offre sur le plan de ces pays-là? Quel est votre objectif au Vietnam? What are you trying to get from these countries? Qu'est-ce que vous essayez d'obtenir de ces pays? Ces pays qui cherchent à établir des liens avec les pays de l'ASEAN. Pouvez-vous nous dire ce que vous attendez? D'abord, qu'est-ce qu'ils vous offrent? Qu'est-ce que la Chine, le Japon et l'Inde vous offrent? Et qu'est-ce que vous aimeriez comme résultat après cette concurrence? Who would like to take that? For Prime Minister, yeah.
Cảm ơn ý kiến các bạn. Cái việc chúng tôi cho rằng cái sự phát triển của Trung Quốc, sự phát triển của Ấn Độ, sự phát triển của Nhật Bản sẽ đóng góp vào cái sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới và đóng góp vào sự phát triển chung của khu vực và có tác động thuận lợi cho cộng đồng các nước ASEAN phát triển. Điều đó là cái điều chúng tôi thấy cần khẳng định. Đương nhiên, sự phát triển của các quốc gia này trong điều kiện kinh tế thị trường là đã cũng tạo nên một cái sức ép, sức cạnh tranh đối với các nền kinh tế của các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng đây là sức ép tạo nên cái sức ép cạnh tranh, nhưng mà đây cũng là điều kiện để các nền kinh tế ASEAN hợp tác trong khối, hợp tác với các nền kinh tế của Trung Quốc, của Ấn Độ, của Nhật Bản để cùng phát triển. Chúng tôi cho đó là hiện thực. Và trong thực tế thì giữa Việt Nam vừa hợp tác với các nền kinh tế trong ASEAN, vừa hợp tác với Trung Quốc, với Nhật Bản, với Ấn Độ đã đem lại lợi ích thiết thực là chúng tôi đã có được thêm một cái thị trường rộng lớn hơn, có điều kiện thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn ở các quốc gia này. Xin cảm ơn các bạn. Và tôi cũng nghĩ rằng trong cái bối cảnh phải cạnh tranh với các nước lớn như thế, như Trung Quốc, phải cạnh tranh với các nền kinh tế lớn như là Trung Quốc, như là Ấn Độ, như là Nhật Bản, thì cộng đồng ASEAN nói chung và từng nước ASEAN nói riêng cần phải tự mình làm tốt mấy cái điều sau đây. Thứ nhất là phải giữ được cái môi trường hòa bình, ổn định chính trị xã hội. Đây là cái điều kiện hết sức tiên quyết cho từng nước trong ASEAN cũng như cả khối ASEAN. Thứ hai là phải các nước trong ASEAN phải có tốc độ tăng trưởng kinh tế tốt hơn, cao hơn và theo hướng bền vững hơn. Thứ ba là các nước ASEAN phải tăng cường đào tạo nguồn nhân lực tốt hơn, đáp ứng cho cái yêu cầu của sự phát triển và sự hợp tác, đáp ứng cho yêu cầu cạnh tranh. Thứ tư là các nước ASEAN phải có cái hạ tầng kinh tế xã hội tốt hơn. Thứ năm là các nước ASEAN phải hợp tác trong nội khối tốt hơn để cùng phát triển, và đặc biệt là rút ngắn cái khoảng cách giữa các nước trong khối. Như ngài ở Viện Nghiên cứu Indonesia vừa nói là việc này mà trong nội khối ASEAN không thực hiện thành công thì rất khó mà cái hợp tác cạnh tranh với các nền kinh tế khác ngoài ASEAN. Và cái điều cuối cùng tôi nghĩ rằng là không cách nào khác mà cũng là tất yếu của cuộc sống là các nước ASEAN, từng nước cũng như cả khối ASEAN phải mở rộng hợp tác bình đẳng cùng có lợi với Trung Quốc, với Nhật Bản, với Ấn Độ và các nước khác trong khu vực trên thế giới để cùng phát triển. Đó là cái mà chúng tôi thấy rằng là một thực tế. Xin cảm ơn. Voilà le fait. Merci. I've let the session run on because we started a little late, but we'll have to start drawing it to close pretty soon. Yusuf, I wanted to bring you back in though. Je voulais encore vous ramener dans la discussion, Monsieur Youssouf Wanandi. Et nous avons parlé du rôle de la Chine et de l'Inde, nous avons parlé de toutes sortes de choses. Quel est votre pronostic? Le Premier ministre Badawi voudrait d'abord répondre. Je voudrais parler de la manière dont l'ASEAN est connu parmi les populations de l'Asie du Sud-Est. Est-ce que des efforts sont déployés pour faire quelque chose de ce sujet? Nous travaillons beaucoup, effectivement,
Nous parlons de parlementaires, nous avons l'organisation interparlementaire de l'ASEAN, c'est une organisation très active. Nous avons de nombreux organes qui impliquent une coopération économique et une participation de notre secteur des affaires. Nous avons les ONG aussi qui travaillent beaucoup. C'est un groupe très responsable, un groupe qui a permis d'apporter quelque chose à la communauté de l'ASEAN. Et tout cela, c'est une contribution et une participation. Et récemment, nous avons aussi décidé qu'il fallait que la jeunesse de l'ASEAN se réunisse. Nous parlons de l'université de l'ASEAN. Donc, l'université, qui doit avoir un sujet, toujours toutes les universités doivent avoir un des cours sur l'ASEAN, et je pense que les choses vont aller assez rapidement maintenant, et que les gens vont savoir ce que c'est que l'ASEAN, parce que nous travaillons vraiment beaucoup à cet effet. Et pour le sujet du Cambodge, Laos, Myanmar, Vietnam, CLMB, nous avons déjà alloué une responsabilité spécifique aux anciens membres de l'ASEAN afin qu'ils puissent contribuer à la création de davantage de capacités de formation dans ces pays. Il faut améliorer le niveau. Il faut que le CLMB remonte et se retrouve au niveau des meilleurs. Vous avez entendu les dirigeants et l'engagement qu'ils ont pris. Et tout d'abord, bien sûr, il y a l'énorme tâche qui attend l'ASEAN. Après ces succès pendant 40 ans. Et bien sûr, il faut que l'on réponde à cela. Il faut répondre, mais il faut oser aussi. Or, il y a des idées. Et je suis très encouragée par les décisions des dirigeants, par leur volonté aussi de s'engager de manière beaucoup plus active. D'après ce que j'ai compris de la charte du futur, je pense que les dirigeants vont se réunir 2 fois par an. Et c'est quelque chose de très important. Il faut que l'avenir de l'ASEAN soit vraiment un avenir qui tienne compte d'un besoin d'intégration, et il faut que tout cela reste entre les mains des dirigeants, parce que les dirigeants sont beaucoup plus impliqués, beaucoup plus actifs actuellement. Et je pense que grâce à ce type de dirigeants que nous avons maintenant, nous allons pouvoir avancer bien mieux à l'avenir. Mesdames et messieurs, je voudrais que vous vous joigniez à moi pour remercier nos conférenciers de ce soir, tous autant qu'ils sont, le Premier ministre Badawi, Madame Arroyo, Monsieur le Premier ministre Nguyen et Monsieur Wanandi. Merci beaucoup à tous.